Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 18 septembre. L'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et élargit son offensive sur Gazaville, faisant des dizaines de martyrs, alors que le Conseil de sécurité se prononce une nouvelle fois ce jeudi sur un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de sécurité. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Ahmed Attaf reçoit à Alger l'envoyé spécial du président ougandais, Nolweyisu Proskovia Grace, porteuse d'un message écrit adressé au président algérien par son homologue ougandais. Non aux mesures brutales et oui au départ d'Emmanuel Macron. À l'appel des syndicats, les Français se sont exprimés massivement ce jeudi. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 713e jour consécutif. L'entité sioniste continue d'étendre son offensive terrestre majeure lancée mardi sur la ville de Gaza, faisant depuis ce matin plusieurs dizaines de martyrs et de blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 79 martyrs et 228 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 65 141 martyrs et 165 925 blessés. Encerclés par les forces de l'entité sioniste et menacés par les bombardements incessants, de nombreux Palestiniens n'ont d'autre choix que d'entreprendre une marche vers l'inconnu, laissant tout derrière eux et livrés à eux-mêmes. Je n'ai ni tente ni rien, comme vous pouvez le constater. Nous marchons depuis 4 jours. Nous sommes dans la rue. Plus de tente, plus d'abri, rien. Je demande à toutes les parties concernées de nous soutenir et de nous aider. Nous sommes épuisés. Nous sommes vraiment épuisés. Ici, il n'y a pas d'endroit où dormir. Ici, dans la rue, dormir sur le trottoir, dans le froid et dans le sable et dans les égouts et la crasse. Il n'y a pas d'abri, ni rien, pour moi et mes filles. Au milieu de ce chaos, les hôpitaux luttent comme ils peuvent pour pouvoir assister les nombreuses victimes des bombardements et de la famine provoquée par l'entité sioniste, à l'exemple de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, lui-même pilonné par l'entité sioniste. Je ne peux pas décrire la situation sur le terrain. Nous sommes aux urgences. J'ai dû opérer des patients et les emmener ici pour leur convalescence. Il y a des patients qui restent ici 24 heures sans pansement et ce sont des cas simples qui ne seront pas pris en charge. Chaque cas est catastrophique en soins. L'équipement respiratoire est inexistant. Il n'y a pas de piles rechargeables. Je ne peux pas décrire à quel point la situation est dévastatrice et les odeurs, celle du sang, celle de la mort, la tristesse, les cris. Chaque fois qu'une bombe explose, même si je ne l'entends pas, dans la salle d'opération, on sent bien qu'il y a une bombe. Elle bombarde toute la nuit. Chaque personne à qui vous parlez a une histoire bouleversante qui vaut tous les films. Et ce jeudi, des centaines de membres du personnel de l'ONU se sont rassemblés devant le siège de l'Office des Nations Unies à Genève pour protester contre le ciblage délibéré de leurs collègues à Gaza. En près de 2 ans, 543 travailleurs humanitaires ont été assassinés par l'entité sioniste. Aujourd'hui, c'est le personnel des Nations Unies qui se rassemble pour dire que ça suffit, pour dire qu'on ne peut pas tuer nos collègues à Gaza avec une telle impunité et pour dire stop à tous ces meurtres de nos collègues. Ils sont là pour apporter une assistance, on est des humanitaires, on ne peut pas être les cibles comme on l'est maintenant à Gaza. On n'a jamais vu un nombre de tués d'une telle ampleur. C'est vrai que
que dans le passé, on a perdu des collègues humanitaires dans différentes opérations et on a toujours protesté contre ces actions contre les humanitaires par respect pour le droit humanitaire. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'une ampleur jamais vue. On n'a jamais eu plus de 370 collègues tués de cette manière dans une seule guerre, un seul conflit. Et comme je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce une nouvelle fois ce jeudi sur un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire dans la bande de Gaza. Les 10 membres élus du Conseil onusien avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août en réaction à la déclaration officielle de l'ONU de la famine dans l'enclave palestinienne où l'entité sioniste impose un blocus étouffant depuis le 2 mars dernier, après avoir fermé tous les points de passage. Les États-Unis ont déjà rejeté des projets de résolution similaires présentés au vote du Conseil de sécurité, le dernier en date étant en juin, lorsqu'ils ont utilisé leur droit de veto. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce jeudi sur la situation en Syrie en présence de l'envoyé spécial pour le pays, Geir Pedersen, ainsi que cette réunion lors de laquelle le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, a une nouvelle fois condamné les agressions de l'entité sioniste en Syrie, réaffirmant le soutien de l'Algérie pour la reconstruction du pays et ce au nom du groupe A3+. Nous réitérons l'importance d'un processus politique inclusif mené par les Syriens et pris en charge par les Syriens. Il est essentiel que les Syriens eux-mêmes déterminent le sort de leur pays. Les élections législatives représentent un jalon important. Néanmoins, elles doivent être organisées de façon prudente et inclusive en garantissant la crédibilité et la légitimité du scrutin. Et à noter que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, le Norvégien Geir Pedersen, a annoncé ce jeudi sa démission pour raisons personnelles après 7 ans exercés à ce poste. Direction l'Algérie où le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jeudi une réunion du Haut Conseil de sécurité, selon un communiqué de la présidence de la République. Et je vous en parlais en titre chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi à Alger l'envoyé spécial du président ougandais Nalweyiso Proskovia Grace. À cette occasion, Attaf a reçu un message écrit adressé au président algérien Abdelmadjid Tebboune par son homologue ougandais Yoweri Museveni. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de fraternité et de coopération unissant l'Algérie et l'Ouganda, empreintes d'une dynamique croissante à tous les niveaux, grâce à l'intérêt particulier que leur accordent les dirigeants des deux pays. Je vous en parlais en titre. En France, plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues ce jeudi à l'appel des syndicats lors d'une journée de grève et de manifestations destinées à peser sur les choix budgétaires du Premier ministre nommé la semaine dernière en pleine crise politique. La CGT, l'une des deux principales centrales syndicales, assure avoir comptabilisé plus d'1 million de personnes à travers la France. Sa patronne, Sophie Binet, affirme que la journée est déjà un succès.
La colère est immense, la détermination l'est autant. Si moi le message que j'ai à dire aujourd'hui à Monsieur Lecornu, c'est que c'est la rue qui doit écrire le budget, et si ça n'est pas le cas, c'est Monsieur Lecornu qui finira à la rue. Emmanuel Macron, pour échapper à cette dynamique, s'est dit tiens, on va changer de casting, on va changer de Premier ministre. Mais nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas dupes. Ce que nous voulons, c'est un changement de politique. Monsieur Lecornu s'est dit tiens, pour que ça passe, je vais supprimer les 2 jours fériés, parce que c'est vrai que cette mesure faisait beaucoup réagir. Eh bien, le compte n'y est pas. Ce que nous voulons, c'est l'enterrement de l'ensemble du projet de budget et l'abrogation de la réforme des retraites. On ne se laissera pas enfumer par des mesures et des changements de façade. Ce que nous voulons, c'est enfin arrêter cette politique au service des plus riches. Aujourd'hui, ce que nous venons de dire, c'est que nous sommes déterminés. Nous savons que nous sommes en position de force, que jamais un Premier ministre n'a été aussi faible, jamais un président de la République n'a été aussi faible. On voit les ultra-riches et les grands patrons aux abois fébriles, parce qu'enfin on parle des vrais sujets, à savoir des richesses qu'ils nous volent. Et donc nous ne sommes pas prêts de rentrer chez nous. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Le gouvernement, la balle est dans votre camp. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde du travail a des messages extrêmement clairs. On attend des réponses, et donc à vous de nous faire un retour sur ce sur quoi vous êtes prêts à avancer. Et cette deuxième journée de mobilisation en 8 jours en France, toujours dans l'attente d'un gouvernement après la nomination de son 3e Premier ministre en à peine plus d'1 an, a donné lieu à des tensions avec les forces de l'ordre. Environ 80 000 policiers et gendarmes ont été déployés à travers le pays. Les violences policières ont été dénoncées notamment par le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui réclame le départ d'Emmanuel Macron. Action violente ne sert qu'une seule et unique personne, Monsieur Retailleau, qui a besoin de la violence, qui a besoin des poubelles qui brûlent, qui a besoin de tout ça pour affirmer son rôle de sauveur de je ne sais quoi. En réalité, cet homme est une provocation ambulante. Et le président de la République ferait bien de le ramener à la raison. Qu'a-t-on à faire d'un dirigeant politique national qui passe son temps, vous avez vu à quoi, exciter les uns contre les autres, à se taire quand il y a certains crimes islamophobes ou racistes qui n'ont pas l'air de le déranger plus que ça. Ensuite, nous met en cause, je vous invite tous aussi à la maîtrise de ce que vous pouvez répandre. Quand même, cet homme a osé dire qu'il nous accusait solennellement des violences qui sont commises contre des policiers, qui sont des faits de droit commun, et pas des faits politiques. Il l'a fait, il a osé le faire. Cet homme est odieux, il représente une forme de notre pays, raciste, rabougrie, haineuse, méfiante contre tout et tout le monde, et qui donne continuellement le sentiment de détester la vie. C'est le chef de file de LFI dont l'une des principales revendications est le départ du président français. Et il n'y a pas qu'une partie de l'opposition qui réclame le départ d'Emmanuel Macron. Cette revendication a une fois de plus été exprimée par les manifestants ce mercredi, excédés de subir les desiderata d'un exécutif qui fait la sourde oreille. Khertin Patash. De Gaulle a connu son mai 68. Macron aura bien droit à son septembre 2025. La question qui se pose, connaîtra-t-il le même sort que son illustre prédécesseur? Les Français ont vu noir en ce jeudi de la colère. Partout en France, des voix à l'unisson se sont élevées pour dire stop à la dérive autoritaire de l'exécutif français qui vient de changer l'une de ses 2 têtes pour la 5e fois en moins de 2 ans. Fidèle à ses traditions, le peuple français a battu le pavé ce mercredi, sorti par centaines de milliers dans toute la France, des revendications qui sont un peu plus claires. Le refus d'un plan d'austérité qui n'est que l'émanation du virage ultralibéral que la France a pris depuis l'avènement de l'ère Macron. Ce plan d'austérité a été défendu par le Premier ministre François Bayrou, éjecté à l'Assemblée nationale française par les parlementaires. Son successeur, Sébastien Lecornu, tente de limer, via quelques mesurettes, un budget à dégraisser de 40 milliards d'euros. Abrogation de la réforme des retraites et davantage de justice fiscale. Si ça ne passe pas par les urnes, ça passera par le pavé, estiment les Français. Il annonce beaucoup de choses. Pour l'instant, on voit rien. On attend. Mais M. Lecornu, c'est un fidèle
de l'exécutif et de M. Macron. Je ne sais pas s'il faut attendre beaucoup de choses, mais bon, s'il veut dialoguer, on sera là. Eh ben, je suis venue le 10 septembre, la semaine dernière, pour montrer la colère. On en a ras-le-bol de se faire tondre comme des moutons. C'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des économies, de se serrer la ceinture. Eh ben, on en a ras-le-bol. La démission de Macron et qu'on ait une personne qui change complètement la politique. Si c'est pour remplacer Macron par une autre personne qui mène la même politique, ça change rien en fait. Nous, c'est ce qu'on demande. Nous, on est dans un contexte à la RATP d'ouverture à la concurrence qui est très anxiogène. On sait que tous les premiers ministres qu'on voit qui se succèdent, c'est des gens qui portent ces projets-là de casse du service public. Au creux de la vague, depuis de longs mois déjà, Emmanuel Macron se voit également reprocher son choix de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Si l'image d'un anti-Robin des Bois colle à la peau du chef de l'État français, celle d'un président qui ne maîtrise plus les appareils et les institutions de la Ve République n'est pas plus reluisante. Ce que le pays attend, c'est de tourner véritablement la page du macronisme. On l'a dit dans les urnes, on l'a dit dans la rue. C'est la raison pour laquelle on le redit aujourd'hui avec encore plus de force. Celui qui a su en 2017 se faufiler dans la brèche du clivage gauche-droite ne semble plus avoir les cartes en main qui lui permettent de s'assurer peut-être une sortie honorable de l'Élysée. Et pour évoquer cette situation, nous avons avec nous le président du MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France, Nasser Khabat. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, Nasser Khabat, est-ce que la France est en passe de connaître aujourd'hui des mouvements semblables à celui des Gilets jaunes ? Écoutez, effectivement, comme en 2018, nous avons tous les ingrédients, en tout cas prêts, pour préparer une France qui va sortir dans la rue. Une vie chère, une contestation du pouvoir, une crise politique sans précédent dans la Ve République. Et je crois qu'aujourd'hui, la rue française, les Français, les citoyens français ont exprimé un fort sentiment qui n'est que le début, pour moi, d'une revendication forte. La France est depuis déjà plusieurs mois dans des crispations politiques, dans des impasses politiques sans précédent. Et de ce fait, les corps constitués, toutes les classes sociales aujourd'hui se sont retrouvées dans la rue pour exprimer ce sentiment. Et je crois que le président Macron a matière à une réflexion profonde, c'est de se positionner d'une manière claire, nette et précise, parce que c'est l'enjeu de la rue politique française qui court aujourd'hui dans toute la France. Nasser Khabat, quelle est aujourd'hui la position du MOUDAF vis-à-vis de ce mouvement de contestation grandeur nature ? Écoutez, les cadres, les sympathisants du MOUDAF, ce sont d'abord des républicains, des citoyens qui sont engagés dans la vie citoyenne, dans la vie professionnelle et sociale. Et je crois que nous soutenons naturellement le mouvement social dans le sens où la force des pouvoirs politiques actuels sont à la dérive. Et je crois que nous, en qualité de membres du MOUDAF et cadres du MOUDAF, nous revendiquons le droit à plus de justice sociale, plus d'équité, plus de droits et surtout un pays qui tient compte de toute sa diversité. Et comme vous le savez très bien, au MOUDAF, les Franco-Algériens que nous sommes aussi stigmatisés depuis déjà plusieurs mois d'une politique volontariste qui est à la dérive, entre un Premier ministre Retailleau, qui vient surenchérir sur les thèses du Front National et sur les terres du Front National, s'amuse à stigmatiser les Algériens que nous sommes. Et je crois que le président Macron, dans son silence le plus absolu, est un silence de convergence et de complaisance. Et je crois que le MOUDAF, nous avons entièrement notre mot à dire dans cette contestation qui pour moi, doit rester républicaine et citoyenne. Et selon vous, Nasser Khabat, quelles sont aujourd'hui les alternatives qui s'offrent à Emmanuel Macron pour éviter la destitution, voire la démission ? Écoutez, on peut dire la seule chose qui reste aujourd'hui au président Macron, c'est de pouvoir sortir par une grande porte, j'oserais dire. Et cette porte, c'est la porte de l'Élysée. Je crois qu'il a une alternative qui est simple. C'est où il redonne finalement le mot, la phrase et finalement l'équité du suffrage que les Français ont exprimé lors des dernières élections législatives, c'est-à-dire une gauche majoritaire. Et là, il pourra avoir une gauche sociale, finalement un gouvernement social qui remet au corps les travailleurs, au corps de la situation, les personnes les plus fragiles et en tout cas pas les plus riches, ou alors la solution ultime que Macron pourra rendre à la République, à la Ve République, c'est une démission, la démission du président Macron, parce que, comme vous l'avez bien précisé dans votre journal, 3 ministres déjà ont été consommés, voire 5 ministres qui ont été consumés par le président Macron, et c'est l'impasse perpétuelle. Je crois que la seule solution réelle, c'est la démission de Macron, de manière à pouvoir
faire repartir le pouvoir exécutif français. Et vous venez d'évoquer justement les changements successifs de gouvernement en France. Combien de temps celui de Le Cornu devrait-il tenir selon vous? À mon avis, aujourd'hui, alors le record qu'on a sur les 5 derniers ministres, je vous rappelle, c'était 90 jours. C'était donc le ministre a tenu le Premier ministre a tenu 90 jours. Et de ce fait, je crois que Le Cornu aujourd'hui rentre déjà dans une position très délicate. La rue va l'éprouver et c'est que le début. Et je crois que la solution du tout policier, du tout répréhensif n'est pas la solution politique, bien au contraire. Je crois que les 70 à 80 000 policiers qui ont été mis dans les rues de France n'est pas la solution. Bien au contraire. Et à mon avis, Le Cornu va être un fusible qui va très très rapidement disparaître. Nasser Khabat, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France. Dans l'actualité également, dans le conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi que plus de 700 000 soldats russes étaient désormais déployés sur la ligne de front ukrainienne. Poutine s'est exprimé lors d'une réunion avec des responsables parlementaires. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir rendu visite à des soldats dans la région de Donetsk à l'est, épicentre des combats contre les troupes russes. Nous menons une de nos contre-offensives. Les gares se portent bien et se déroulent dans la région de Donetsk, près de Pokrovsk et de Dobropilia. En réalité, nos forces privent l'occupant de la possibilité de mener une offensive de grande envergure qu'il le préparait et sur laquelle il comptait depuis longtemps. Sport, l'Algérien Jamal Sedjati s'est qualifié pour la finale du 800 mètres des mondiaux d'athlétisme 2025 qui se déroule à Tokyo, au Japon. Engagé dans la première série des demi-finales, Sedjati a pris la deuxième place avec un chrono de 1 minute 45 secondes 09 dixième, derrière le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop, crédité du même temps. Un mot de culture avant de nous quitter. L'Algérie ne peut ignorer la destruction complète perpétrée par l'entité sioniste contre le patrimoine palestinien, les sites historiques et les monuments archéologiques, avec l'objectif d'effacer l'histoire et l'identité palestinienne. C'est ce qu'a rejeté la ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, en marge des assises du patrimoine culturel dans le monde arabe organisé à Alger. Et je pense que cette conférence nous a fait mal, trop mal, d'autant plus qu'on voit qu'on est presque impuissant devant cette injustice qui est faite à notre mémoire, à notre culture, à notre héritage qui est si varié, si grand, si important, et qu'on dirait que les choses, c'est fait exprès, voilà, qu'il y a une force extérieure qui veut détruire tout cet héritage. J'espère qu'avec l'ALESCO, avec nos grands experts, notamment M. Bouchnari, on arrive à faire au moins quelque chose et à aider ce monde arabe à se porter mieux sur tous les plans, surtout sur le plan culturel et historique. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.